Chapitre 34. Les différenciations typiques de la virilité dans le mythe. Si l'on considère les figures typiques du mythe qui incarnent le principe masculin, on se trouve renvoyé à des divinités qui, d'une certaine manière, servent de pendant à l'apparition du féminin sous son pur aspect aphrodisien, puis sous son aspect Durga, et enfin sous son aspect démétrien maternel. Une telle morphologie a été partiellement exposée par Bachofen, qui s'est essentiellement appuyé sur les mythèmes que l'Antiquité méditerranéenne créa autour de la figure de Dionysos, grâce à des associations qui donnent l'impression à première vue d'un syncrétisme désordonné, mais qui renferment en réalité des significations profondes. En premier lieu, comme limite inférieure, il faut envisager la forme tellurique et poséidonienne de la virilité. Dionysos, à ce niveau, fut associé soit à Poséidon, dieu des eaux, soit à Osiris, conçu comme le courant du Nil qui irrigue et féconde Isis, la terre noire d'Égypte. L'association de Dionysos à Héphaïstos Vulcain, dieu du feu souterrain, se rapporte à un plan déjà plus élevé. Dans le premier de ces mythèmes, on observe une délocalisation du symbolisme des eaux, celle-ci désignant maintenant le principe humide de la génération, en rapport avec la conception purement phallique de la virilité. Le dieu n'est mâle qu'en tant que fécondateur de la substance féminine. Comme tel, il est d'une certaine façon subordonné à celle-ci. Le passage au dieu du feu souterrain mène à peine plus loin puisqu'il s'agit d'un feu terrestre encore trouble, sauvage et élémentaire, dont la contrepartie reste toujours la féminité aphrodisienne sous son aspect versatile. Aphrodite en tant qu'épouse infidèle de Vulcain. Bachofen découvre une épiphanie plus élevée du principe masculin en Dionysos, lorsque ce dieu se présente comme une nature lumineuse et céleste, en vertu de son rattachement à l'Unus en premier lieu, puis au Soleil et à Apollon. Mais le mythe nous montre Dionysos, même lorsqu'il revêt ces formes-là, toujours accompagné de figures féminines en relation avec l'archétype de la grande déesse, chose qui indique la présence d'une limite bien visible d'ailleurs, dans le fait que même lorsque Dionysos devient un dieu solaire, le soleil ici n'est pas considéré sous son aspect de pure lumière immobile, mais bien comme l'astre qui meurt et renaît. On sait qu'il s'agit là précisément d'un thème central du dionysisme orphique, qui vient ainsi se ranger dans le cadre de la religion de la mer, Dionysos se retrouvant dans la même situation qu'Attis et Tammuz, divinité masculine et mortelle que la déesse immortelle fait sans cesse renaître. Aux côtés de Cybèle, en effet, on trouve aussi Sabasios, souvent identifié à Dionysos au lieu d'Attis. Ici de même, le soleil décline et revient. Sa lumière n'est pas encore la lumière ferme et abstraite de l'être pur, du pur principe olympien. Le développement ultérieur de la série étudiée ici comporte le passage à une autre structure mythique, au-delà de celle centrée sur Dionysos. L'anneau de conjonction est alors représenté par Dionysos en tant qu'adversaire et vainqueur des Amazones, ainsi que par la trahison d'Aphrodite, qui s'unit à Arès, dieu de la guerre. Bien qu'Arès, le Mars grec, ait encore certains traits de la virilité sauvage, il y a là une transition vers des figures qui incarnent une virilité non plus phallique ou dionysiaque au sens confus et élémentaire, mais une virilité héroïque. C'est l'Héraclès dorien qui est l'incarnation la plus typique de cette virilité. Héraclès est lui aussi un vainqueur des Amazones et un ennemi de la mer, de Héra précisément, tout comme l'Hercule romain est l'adversaire de Bonadea. Il se libère du lien de la mer tout en possédant le principe, puisque dans l'Olympe, il obtient Hébé, l'éternelle jeunesse, pour épouse, après avoir su trouver la voie du jardin des Hespérides et y cueillir la pomme d'or, symbole qui renvoie lui-même à la mer. Les pommes avaient été données par Gaïa à Héra, et renvoie également à la force-vie. Sur un plan plus élevé qu'Héraclès, avec le symbolisme de ses travaux qui mettent en relief la virilité héroïque et dans une certaine mesure
anti-gynécocratique, nous parlerons plus loin de l'important symbolisme de la tunique de Nessus. Nous trouvons les représentations de la virilité ascétique et apollinienne. On peut prendre ici, comme élément de rattachement, Shiva lui-même, entendu comme divinité du culte et non plus comme principe métaphysique. Shiva, qui, s'il fut d'un côté comparé à l'époque alexandrine, à Dionysos en tant que dieu de certains rites orgiaques, fut aussi considéré de l'autre comme le grand ascète des cimes. Shiva, certes, a une épouse, Parvati, mais il n'en subit pas l'influence puisqu'il sait foudroyer Kama, le dieu de l'amour, chaque fois que celui-ci cherche à susciter en lui un désir synonyme de besoin, de privation, de soif et de dépendance. Dans le mythe hindou, Kama ressuscite grâce à Shiva après l'intercession de divinités comme Rati, qui personnifient en revanche des formes de l'expérience érotique pure, libre de ses conditionnements. Au-delà de tout combat ascétique, la virilité a d'ailleurs connu une incarnation typique avec Heruka, auquel les textes attribuent une beauté héroïque, sévère et majestueuse, parfois même terrifiante. Heruka est le dieu nu et lumineux, porteur du sceptre, du panthéon indo-tibétain. Sa nudité possède ici un sens opposé à celui de la nudité abyssale féminine, en tant que le dieu représente l'être pur en soi, la pureté ou simplicité ouranienne dominatrice, dangereuse pour la femme. Voir cette nudité de l'homme peut signifier pour elle le perdre à jamais. C'est un autre thème récurrent de la légende. Mais Shiva, lui aussi, eut souvent un attribut analogue. Il fut appelé Digambara, le nu. Aussi bien peut-on dire, pour en revenir au mythe grec, que la série a pour limite supérieure la manifestation apollinienne de la virilité pure, Apollon comme incarnation du vous olympien, de l'immuable lumière uranienne, libéré de l'élément tellurique et aussi de tout rapport avec des déesses figurant dans certaines variantes syncrétiques de son culte historique. C'est pourquoi Apollon, dieu de la forme pure, fut conçu comme privé de mère et né de soi. Apollon, dieu dorien de la géométrie, car la détermination est propre au masculin et à la forme, comme l'indéterminé de la matière malléable et le sans limite, sont propres au féminin. Dans le jugement mythique d'Oreste, Apollon défend le principe opposé à celui de la maternité sans époux, mais aussi à celui de la féminité démétrienne ou aphrodisienne. Il dit que c'est le père qui engendre réellement le fils, la mère n'étant que la nourrice du fils. Il s'agit là de la définition et de la confirmation du rapport qu'entretiennent métaphysiquement parlant l'éternel masculin et l'éternel féminin. Mais il y a quelque chose de plus dans le symbolisme apollinien, quelque chose qui, bien sûr, réaffirme l'ordre conforme à la justice, qui doit régner entre les deux principes, mais aussi foncièrement qui mène déjà au-delà de tout l'univers de la dyade. Pour le moment, fixons les principales différenciations typiques du masculin. Virilité phallique et tellurique, virilité dionysiaque au sens strict, virilité héroïque, virilité ascétique et enfin virilité apollinienne ou olympienne. Ce sont autant de centres de mythèmes qu'on peut retrouver sous d'innombrables variantes et transpositions dans les traditions les plus diverses, en tant que contrepartie du monde des mères telluriques, des déesses démétriennes, des divinités aphrodisiennes et enfin des vierges ambiguës, abyssales, amazoniennes et destructrices.